Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir et cette fois-ci nous repartons en Asie, dans un pays fait de contrastes. Imaginez-vous, c'est un pays qui a la plus faible densité par habitant au monde, 2 habitants au kilomètre carré. Et c'est aussi le pays où la capitale regroupe la moitié de la population du pays. Et il ne s'agit pas d'un petit pays puisqu'il fait 3 fois la taille de la France. Un pays où un quart de sa population vit de l'élevage et vit dans les yourtes. Un pays également fait de chamanisme, de bouddhisme et de traditions nomades millénaires. Et enfin, historiquement, un pays qui a créé le plus grand empire continu au monde. Et je vous ne parlerai pas de l'Empire britannique. Par sa grandeur, imaginez-vous qu'elle concerne aujourd'hui 31 pays actuels. Eh bien, ce pays, c'est la Mongolie. Et si cela vous intéresse, je vous invite fortement à regarder ce qui suit. Aujourd'hui, nous allons parler de la Mongolie, qui est un pays d'Asie de l'Est de 1 500 000 km², et également de la Mongolie intérieure de 1 180 000 km². Si vous voulez, les deux Mongolies forment un ensemble de 2 700 000 km², soit l'équivalent du Kazakhstan ou de l'Argentine. Il a pour voisin au nord la Russie, avec la Sibérie, et au sud les provinces chinoises du Xinjiang sur 1700 km, ainsi que toutes les provinces chinoises que nous avons mentionnées dans la vidéo de la Chine du Nord-Ouest. À l'est, enfin, il est délimité par le Hebei et la Mandchourie. Le nom Mongolie vient du mot mongol, une ancienne tribu d'Asie centrale unifiée au XIIIe siècle par Gengis Khan. Alors regardons plus en détail le relief de la Mongolie. L'altitude moyenne de ce pays est de 1580 mètres, ce qui en fait l'un des pays les plus élevés au monde. 80% de son territoire se trouve au-dessus de 1000 mètres. Il est composé à l'ouest de la chaîne d'Altaï que nous avons déjà mentionnée dans la vidéo sur le Kazakhstan. Et 30% de cette chaîne se situe sur le territoire mongol. Pour rappel, la chaîne de l'Altaï est la 5e plus longue chaîne eurasienne après l'Himalaya. La prolongation orientale de l'Altaï est nommée l'Altaï mongole et est entièrement située en Mongolie. Par contre, elle est plus aride et plus étendue sur la steppe que les autres parties de l'Altaï. Au centre de la Mongolie, nous devons citer la chaîne du Khangai qui s'étend sur 500 km d'ouest en est et 300 km du nord au sud. Il se rattache au nord au mont Sayan que nous avons mentionné dans la vidéo sur la Sibérie. Enfin à l'est, nous trouvons les monts Renti. Par ailleurs, entre l'Altaï et le Khangai, on s'oriente vers la grande steppe d'Arkhangai et celle de Zovkhan. Puis entre le Khangai et les Renti, on rallie la steppe centrale mongole, sans oublier qu'il existe au nord une zone de steppe boisée par la taïga autour du lac Revsgul, prolongement du lac Baïkal. Toutes ces montagnes sont à l'origine de nombreux fleuves, à commencer par le Selanga, qui se jette dans le lac Baïkal. Quelques influents de l'Inessi, fleuve que nous avons mentionné dans la Sibérie, naissent dans les montagnes du nord-ouest. Et puis au nord-est, vous avez différents cours d'eau comme l'Onon et la Menza qui rejoignent l'océan Pacifique via le fleuve Amur. Le Rheinland, enfin, se perd dans le lac Ulun et le Toul rejoint l'Orkhon. Au sud, la Mongolie est bordée par le désert de Gobi, dont 70% de son territoire se trouve à la fois entre la Mongolie et la Mongolie intérieure. Gobi signifie en mongol territoire semi-aride. Il s'étend sur 1600 km du sud-ouest au nord-est et 800 km du nord au sud, pour une superficie de 1 300 000 km². Il s'agit même du plus grand désert continental froid au monde. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, le désert est plus composé de pierres et de roches que de sable. Enfin, ce désert abrite une faune spécifique comme le cheval de Przewalski, le léopard des neiges, l'émione de Mongolie ou l'ours de Gobi. Et puis, il faut mentionner la Mongolie intérieure, dont l'altitude moyenne est de 1200 mètres et dont le relief est marqué par celui que nous avons mentionné dans la vidéo sur la Chine du Nord-Ouest. En effet, d'ouest en est, nous devons mentionner le désert de Kumtag, les monts Alksa qui ferment le corridor du Hexi. En son centre, elle est marquée par la boucle du fleuve Jaune, avec au nord les monts Yin et au sud le plateau de Lordos. Au sud-est, les monts Taihang et enfin à l'est, nous devons citer le grand Kinran, une chaîne montagneuse volcanique qui s'étend du nord au sud sur 1200 km et qui sépare
les plaines de la Mandchourie du plateau mongol. Alors regardons plus en détail la géographie humaine. Nous constatons que d'une part, la population de la Mongolie est de 3,5 millions d'habitants, tandis que celle de la Mongolie intérieure est de 24 millions d'habitants. Concernant le ratio urbain-rural, il est identique, il y a à peu près 70% des habitants qui vivent en ville contre 30% dans les zones rurales. Ce qui signifie qu'il existe un certain nombre de villes, à commencer par la capitale de la Mongolie, Oulan-Bator. Oulan-Bator est le centre politique, économique, industriel, scientifique et culturel de la Mongolie. Avec 1,6 million d'habitants, elle est la plus grande ville du pays et rassemble la moitié de la population du pays, comme je le mentionnais en introduction. Fondée en 1639, elle n'était pas à l'origine une ville fixe, mais plutôt un monastère itinérant appelé Urge ou Urga en russe et était lié au Jebtsudamba Rutuktu, la plus haute autorité de Mongolie. La ville devient sédentaire qu'en 1778 lorsqu'elle s'installe définitivement dans la vallée de la rivière Toul. Sous domination mandchoue, Urga devient au 19e siècle un centre administratif et commercial important car situé sur la route du thé entre la Chine et la Russie. Cette fameuse route du thé, nous l'avons mentionnée dans la vidéo sur la Sibérie. Avec 50 000 habitants, la ville se couvre alors de temples et de monastères. En 1911, la ville est choisie comme capitale de la Mongolie et fut rebaptisée en 1924 Oulan-Bator, qui signifie le héros rouge en mongol, en l'honneur de Damdin Subator, fondateur de la Mongolie moderne. En 1930, les soviétiques entreprirent une urbanisation de la ville. Les habitants en furent transférés dans des immeubles, mais beaucoup conservèrent leurs yourtes et leurs animaux. C'est aussi dans les années 30 que les édifices religieux furent rasés. Dans les années 90, la ville accueillit massivement les familles des régions rurales durement touchées par les grands hivers. La population alors de la ville explose sans que les infrastructures suivent. Et puis ensuite, nous devons mentionner les villes de la Mongolie intérieure, à commencer par Hohhot. Hohhot est peuplée de 3,5 millions d'habitants. Elle est la plus grande ville mongole après Oulan-Bator. Fondée en 1581 par les Ming comme forteresse et centre administratif, elle était destinée à contrôler les Mongols et devient par la suite une ville multiethnique mongole, Han, tibétain, puis sous les Qing. À partir des années 1950, la ville se développe autour de l'industrie textile, chimique et agroalimentaire. Puis à partir des années 2000, elle est le témoin d'une modernisation rapide marqué par une expansion colossale, un métro, des gratte-ciel et aujourd'hui un centre universitaire majeur du nord de la Chine. Majoritairement Han à 80%, la minorité mongole est visible via sa langue, la signalétique bilingue ou ses temples tibétains. Puis nous devons mentionner la ville de Baotou. Baotou, avec 2,7 millions d'habitants, est la deuxième ville de Mongolie intérieure et la plus grande ville industrielle de la région. Poste commercial à la fin du 19e siècle entre Mongols, Han et Rui, elle se développe avec la route du thé et le commerce transfrontalier. À partir des années 1950, elle devient le grand centre métallurgique de la Chine du Nord. Elle est connue aujourd'hui pour le traitement des terres rares. Et enfin, nous devons mentionner la ville de Tongliao. Avec 900 000 habitants, elle est le centre culturel des Mongols de l'Est. Importante base administrative sous les Qing, elle connaît une urbanisation rapide après 1950 et se spécialise dans le développement de l'industrie légère et l'agriculture moderne. Regardons plus en détail le découpage administratif. Donc, vous avez d'une part la Mongolie intérieure, qui est une région autonome appartenant à la Chine, et d'autre part, vous avez la République de Mongolie. Celle-ci est divisée en 21 Aimag, qui sont en fait des provinces. Regardons plus en détail d'abord le centre. Le centre, ou la province de Teuv, autour de la capitale d'Oulan-Bator, est largement rurale, mais elle forme le cœur géographique de la Mongolie. Région de steppe vallonnée, il s'agit du centre traditionnel du pastoralisme avec des chevaux, des moutons, des yaks et le siège d'anciens monastères comme celui de Manzushir. Les développements récents portent sur l'éolien, l'agropastoralisme et les axes routiers reliant le pays du nord au sud. C'est donc un espace clé pour les migrations internes attirées par la capitale Oulan-Bator. Puis nous devons mentionner le nord de la Mongolie, autour des préfectures du Selangé, du Daranhoul ou du Kufsgul. Le nord est devenu, à partir des années 60, le deuxième pôle industriel du pays. Il forme ainsi une zone agro-industrielle structurée par les céréales, le bois et les mines. Plus à l'ouest, l'Aimag du Kufsgul attire un tourisme croissant avec son lac emblématique, qui est un peu le lac frère du lac Baïkal, et ses forêts boréales ainsi que ses minorités satanes. C'est un espace froid, montagneux et semi-humide, complètement
complémentaire des steppes centrales. Puis nous devons mentionner le Gobi mongol autour des préfectures comme le Dungovi, Dornogovi ou Omnogovi. Il s'agit d'une région emblématique, désertique et très faiblement peuplée. Le Gobi est pourtant devenu un pivot économique du pays d'Oyuk Toygoy et de Tavan Toygoy. Le tourisme naturel progresse autour des falaises de Bayan Zag et des dunes de Rongor, mais reste soumis à l'aridité, au vent et à la dispersion des services. Puis nous devons mentionner l'ouest mongol, autour des préfectures de Bayan-Ulgi, Roud, Oufs et Zafran. Il s'agit d'une zone montagneuse dominée par les monts Altaï, avec une forte présence des minorités kazakhs, notamment la fauconnerie traditionnelle à Bayan-Ulgi. Cette région est caractérisée par un élevage extensif des glaciers des hauts lacs, comme à Oufs ou à Khargas, et un climat rude ainsi que des villes comme Ulgi et Roud qui servent de centre marchand. La région est la plus isolée du pays, mais l'une des plus culturelles. Et enfin, nous devons mentionner l'Est mongol, autour des préfectures de Renti, de Surbator et d'Orno. Il s'agit ici du bassin natal de Gengis Khan, marqué par la forêt steppe. À l'est, les plaines ouvertes de Surbator et d'Ornod sont des terres d'élevage, de céréales et de zones humides protégées pour la migration des oiseaux, par exemple. En fait, il s'agit d'une région historiquement liée aux routes vers la Mandchourie et le commerce transfrontalier. Puis nous devons nous intéresser à la Mongolie intérieure, à commencer par l'est de cette région autonome, autour de Ulumbur ou le Grand Khigan. Il s'agit d'une région naturelle d'exception. Ulumbur est l'une des plus vastes prairies au monde, cœur de l'élevage bovin et chevalin. Plus au sud, la chaîne du Grand Khigan offre un massif forestier stratégique pour la sylviculture ou la biodiversité. Les villes clés sont Hailar et Manjoli, cette dernière étant un des principaux points de passage vers la Mongolie et la Russie. Et puis vous avez le centre pastoral de la Mongolie intérieure, autour de Tsiningol et Ulankab. Ces régions au climat sec sont dominées par la steppe et concentrent donc l'élevage laitier, mais aussi les compétitions équestres traditionnelles autour de Shinhot. Ces espaces très vantés sont devenus en fait des pôles de développement de l'éolien en Chine du Nord. La culture mongole y est présente à travers ses chants, ses luttes, le nadam. Puis nous devons indiquer l'ouest de la Mongolie intérieure, qui est un espace presque vide, dominé par les déserts du Badaïn Jaran et du Tenger. Il existe quelques oasis qui assurent l'agriculture irriguée. Les ressources ici sont le charbon, les métaux rares, le solaire et l'éolien. Le développement économique reste ponctuel et fragile en raison de cette aridité extrême. Et puis il faut mentionner enfin le sud-est minier de la Mongolie intérieure, autour de Shifang, Tongliao et les plaines du Hokin. Il s'agit d'une zone plus dense, une ancienne base administrative sous les Sing, urbanisée dès les années 50. Concernant le tourisme, il faut d'abord mentionner en Mongolie le parc national du Tavan Bog, de l'Altaï constitué de sommets glaciers, mais aussi le lac Roton et Rourgan qui sont des lacs turquoises au pied des glaciers. Et mentionner également dans la région du nord les fameuses Taïga et le lac Rufsgul, le fameux Baïkal mongol, avec une eau pure entourée de forêts et de montagnes. La région du centre est plutôt une steppe historique, comme la vallée de l'Orkhon, elle aussi classée au patrimoine de l'UNESCO. Mais aussi, il faut mentionner au sud, désert de Gobi, avec ses falaises enflammées de Bayan Zag et les dunes de Rongor, ainsi que les gorges de Yolinham. En Mongolie intérieure, il existe aussi un certain nombre de sites. On peut notamment citer les déserts de l'ouest, avec le désert de Badaïn Jaran. Il faut également citer les grandes steppes de l'Est, comme la prairie de Ulumbur, le lac Ulun, et puis enfin, il faut mentionner le mausolée de Gengis Khan. La langue officielle de la Mongolie est le mongol. Concernant la Mongolie intérieure, vous avez deux langues, d'une part le mandarin, puisqu'il s'agit d'une région autonome de la Chine, mais aussi le mongol. Alors, regardons plus en détail le mongol. Le mongol de Mongolie se fonde sur le dialecte Khalkha, alors que le mongol de Mongolie intérieure, lui, se base sur le dialecte Chakha. Le Khalkha s'écrit avec l'alphabet cyrillique, bien que l'écriture traditionnelle qu'on appelle le bitchig soit aussi en usage, tandis que le Chahar utilise uniquement l'écriture traditionnelle. Le Khalkha est parlé par 90% de la population de la Mongolie et elle est également la langue maternelle de 85 à 90% de ses habitants. Le Khalkha est une langue du groupe mongol faisant partie de la famille altaïque, à côté des langues turciques ou toungouzes. Rappelez-vous, nous avons déjà parlé des langues toungouzes dans la vidéo sur la Sibérie. Concernant la répartition ethnique, on constate que la Mongolie est un pays extrêmement homogène puisque 96% de ses habitants sont ethniquement mongols.
alors que dans la Mongolie intérieure, plus de 80% de ses habitants sont en fait ethniquement chinois Han, les Mongols ne constituant qu'une simple minorité. Alors, comment explique-t-on cette situation linguistique? Eh bien là encore, l'histoire va nous donner les clés. La région correspondant à l'actuelle Mongolie est habitée depuis la préhistoire par des groupes de chasseurs-collecteurs puis par des pasteurs nomades qui domestiquent très tôt le cheval. On peut citer la culture d'Afanassievo, la première culture indo-européenne attestée sur les steppes orientales, et la culture d'Andronovo, qui aurait un lien probable avec les premiers peuples cavaliers. Ces deux cultures, nous les avons déjà mentionnées dans la vidéo sur la Sibérie. Puis, entre le 7e et le 3e siècle avant notre ère, apparaissent de grandes puissances nomades, à commencer par les Xiongnu. Il s'agit de la première confédération politique mongole organisée. Ce sont les ennemis majeurs de la dynastie Han chinoise. Rappelez-vous, nous les avons évoqués dans la vidéo sur la Chine du Nord-Ouest, puisque c'est eux qui vont finalement forcer l'empereur chinois à aller chercher des chevaux dans la vallée du Fergana. Les Xiongnu fondent un empire couvrant la Mongolie, mais aussi une partie de la Sibérie et du nord de la Chine. Ils sont souvent considérés comme les ancêtres politiques et culturels des futurs Mongols. Après les Xiongnu, d'autres peuples nomades vont arriver dans la steppe, à commencer par les Xiangbei. Caractérisés par une organisation tribale et non un empire unique comme au début, les Xiangbei sont d'excellents cavaliers, mais aussi des guerriers nomades habitués aux raids rapides qui demeurent dans la steppe du 1er au 3e siècle de notre ère. Les Xiangbei avaient une culture très proche des futurs Mongols. Ils utilisaient par exemple les yourtes ou pratiquaient l'élevage. Ils peuvent être ainsi considérés comme les ancêtres des Mongols. Et puis les Xiangbei vont être remplacés par les Huan à partir du 4e siècle. Ce sont les premiers à utiliser le titre de Khan ou Khan ou Kagan. Il s'agit d'une société nomade très organisée avec des structures de pouvoir plus centralisées que les Xiangbei. En 552, ils sont vaincus par les Göktürks qui se révoltent. Une partie de ces Huan vont fuir vers l'ouest et vont influencer les Avars. Rappelez-vous, on les avait mentionnés dans la vidéo sur la Slovaquie. Imaginez-vous, Mongolie, Slovaquie, la distance. Les Göktürks ou les Turcs anciens les ont donc succédés. Pour rappel, ce peuple turcique crée un empire qui va de la Mandchourie jusqu'à la mer Caspienne, avec la Mongolie comme cœur politique. Cet empire voit l'introduction de l'écriture runique, l'une des plus anciennes du monde turcique. Nous avons déjà parlé plus précisément des Göktürks ainsi que de leurs croyances et de leur écriture dans la vidéo sur le Kazakhstan. Après un renouveau en 682, les Göktürks sont battus au siècle suivant par les Ouïghours. Les Ouïghours que j'ai déjà évoqués dans la vidéo sur le Xinjiang ont, pour rappel, choisi comme capitale Ordubali en Mongolie. Pour rappel également, les Ouïghours avaient adopté le manichéisme, ce qui favorisa une élite lettrée. L'écriture que les Ouïghours vont développer va être en fait à l'origine de l'écriture mongole verticale. Ces Ouïghours entretiennent aussi des relations étroites avec la dynastie chinoise des Tang en fournissant de la cavalerie pour écraser les rébellions. Et en retour, ils reçoivent richesse et soie. Et puis, en 840, c'est un autre peuple de la steppe, les Kirghizes de Yenisei, dont nous avons parlé dans la vidéo sur la Sibérie, eh bien de renverser les Ouïghours. Les Kirghizes ne réorganisèrent pas d'empire, mais dominèrent la steppe mongole pendant quelques décennies. Et puis seront suivis par les Ritan, un peuple originaire de la Mandchourie, qui fonda la dynastie Liao, contrôlant la Mandchourie, la Mongolie et la Chine du Nord. Ils exercèrent une forte influence sur la Mongolie en créant un système administratif avancé, en diffusant l'écriture et la culture nomade mandchoue et en exerçant une pression fiscale sur les tribus mongoles de la steppe. Et si vous voulez en savoir plus sur ce peuple, je vous invite à regarder la vidéo sur le Kyrgyzstan. Enfin, les Jin ou Jurchen, peuple Tungus, fonda la dynastie Jin après avoir battu les Ritan. Ils deviennent la puissance dominante de toute l'Asie du Nord-Est, mais là aussi je reviendrai plus en détail dans la prochaine vidéo sur la Mandchourie. Concernant les Mongols, ils vivent dans un monde instable où les Jin les taxent, manipulent les rivalités entre tribus et contrôlent les routes commerciales. Cette période qui va jusqu'à 1206 est résumée selon la formule de l'historien français René Grousset par l'empire des steppes, c'est-à-dire des empires qui se constituent à partir d'un clan qui, à l'initiative d'un chef énergique, proclamé Khan, réunissait par la force des armes ou des alliances matrimoniales une vaste confédération des nations, puis se disloquait sous ses successeurs aussi vite qu'ils s'étaient formés. Mais cette période
des djinns instables, eh bien prépare l'unification mongole. Car les tribus s'épuisent dans les guerres internes, un besoin d'unité se fait sentir et on sent qu'un chef exceptionnel peut renverser la situation. Ce chef sera Temujin. Né vers 1162, il est le fils de Yesugwe, chef du clan Borjigwin, appartenant donc à une famille noble mais affaiblie. Son père meurt assassiné alors qu'il n'avait que 9 ans et sa famille est abandonnée par la tribu. Cette enfance difficile lui forge sa dureté et sa volonté d'unifier les tribus mongoles. Entre 12 et 14 ans, il est le chef de la famille en tuant son demi-frère. Puis à 16-17 ans, il se marie avec Burt et devient chef du clan des Borjigwin. Il attire de jeunes guerriers en leur promettant un partage équitable du butin, ce qui est révolutionnaire pour l'époque, en échange bien sûr de leur loyauté. Enfin, il cherche la protection de Torul, le Khan des Kéréites, ami de son père et clan puissant. Après cette ascension interne, les Tachiotes, qui représentent la branche aristocratique, méprisent Temujin. Ils le considèrent comme un jeune pauvre et n'acceptent pas son ascension. Ils capturent Temujin, mais celui-ci s'échappe. Conscient du danger, il exerce des représailles contre les Tachiotes en recourant à la guérilla. Il les attaque à plusieurs reprises et vers 1190, il réussit à les battre définitivement grâce à une armée disciplinée, des alliances solides et la tactique de la fausse retraite. Après les Tachiotes, Temujin s'occupe des Tatars, ceux qui ont assassiné son père. Avec l'aide des Jin et de Torul, il leur inflige une défaite totale. Et puis ensuite, pendant 15 ans, il va se battre contre son frère juré Jamukha, qui défend l'ordre ancien et qui provoque Temujin en faisant bouillir vivant 70 de ses partisans. Jamukha est finalement capturé en 1206. Voyant l'ascension de Temujin, le fils de Torul, Sengum, jaloux, le trahit en tentant de l'assassiner. Finalement, en 1203, Temujin écrase les Kéréites et s'empare de l'une des tribus les plus nobles et les plus riches. Enfin, les Merkites, la dernière grande tribu mongole, ceux qui avaient osé enlever sa femme, est soumise en 1206. Et Temujin va dès lors prendre le nom de Chinggis Khan ou en français de Gengis Khan. L'expansion mongole va dès lors se poursuivre entre 1206 et 1368. C'est pour cela qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'invoque les invasions mongoles. Il conquiert la Chine du Nord, appartenant à la dynastie des Jin, dès 1211, en utilisant massivement la cavalerie. Il prend Pékin en 1215 et annexe des millions de paysans chinois comme sujet de Khan. Puis entre 1218 et 1223, il se tourne vers l'Asie centrale, car le Shah de Khwarizm, aujourd'hui en Ouzbékistan, exécute des marchands mongols. Ses généraux Subideh et Djebé mènent une campagne légendaire en prenant Bukhara, Samarcande, Merv et Nishapur. Entre-temps, les Mongols battent les Alans, les Koumans et les principautés russes en 1221 et 1223. C'est ce que nous avons vu dans la vidéo sur la Russie centrale. Gengis Khan meurt en 1227 et c'est son troisième fils, Ögedei Khan, qui va poursuivre l'expansion. En 1234, la dynastie Jin tombe enfin et les Mongols contrôlent toute la Mandchourie et le nord de la Chine. Entre 1227 et 1238, ils achèvent leur conquête des royaumes turcs d'Asie centrale avant d'entreprendre l'invasion de la Russie entre 1237 et 1240. Comme nous avons pu le voir dans la vidéo de l'Ukraine et de la Russie de la Volga, Batou va détruire les villes de Kiev, de Vladimir et de Ryazan. Enfin, en 1241, les Mongols écrasent la Pologne, la Hongrie, la Croatie et menacent même Vienne. Seule la mort d'Ögedei fait arrêter l'avancée vers l'Europe. Après la conquête, l'empire mongol se stabilise et c'est seulement vers 1260 qu'il se divise en 4 khanats. En plus de la Horde d'Or, il faut donc mentionner l'île Khanat de Perse, le Khanat de Chagatai, l'empire Yuan, fondé par Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, qui devient empereur de Chine. Cet État mongol s'est structuré en utilisant d'une part les institutions administratives des Ouïghours et en appliquant d'autre part le droit mongol qu'on appelle le Grand Yassa. Mais les conquêtes amenèrent le dépeuplement de la Mongolie et ralentit son évolution intérieure. Les conquêtes ont surtout enrichi la couche dirigeante. Les paysans mongols ne peuvent plus quitter leurs terres car la couche dirigeante met en place un régime féodal. Pendant le règne de Kubilai Khan, la Chine est complètement conquise par la Mongolie. La capitale devient Dadu
et on inaugure la dynastie des Yuan. Le Japon fait même l'objet d'une tentative d'invasion et c'est sous cette dernière dynastie que les routes de la soie sont sécurisées. C'est la fameuse Pax Mongolica que je mentionnais dans la vidéo sur la Chine du Nord-Ouest. Les techniques chinoises se diffusent comme le papier-monnaie, les armes se perfectionnent et l'administration devient mixte chinois, mongol, ouïghour et perse. Bien que la Mongolie reste le territoire sacré et le berceau des Khan, le centre politique de l'empire se déplace de la Mongolie vers la Chine. C'est ce qu'on verra plus en détail lorsque nous aborderons la vidéo sur le Grand Pékin. Puis en 1368, les Ming repoussent les Mongols qui se retirent en Mongolie. Ils forment dès lors la dynastie des Yuan du Nord qui va s'établir de 1368 à 1635. Tandis que les descendants de Gengis Khan s'entretuent pour le titre du Grand Khan, dans un pays livré au pillage et à l'anarchie, un peuple mongol qui n'avait pas participé aux conquêtes commence à s'illustrer. Ce sont les Oïrats. La Mongolie va alors se diviser en deux parties, puisque le chef des Oïrats, Mahmud, va s'allier avec les Ming contre la dynastie régnante. Vous allez alors avoir deux khanats, le khanat oriental et le khanat occidental, dominés par les Oïrats. Et son fils Torun va fonder l'empire kalmouk. Son successeur Essen Taiji capture même l'empereur Ming en 1440 à la bataille de la forteresse Temu. Exploit qui ne fut jamais réalisé dans l'histoire chinoise. Les Oïrats se scindent en trois groupes et les Mongols orientaux, que l'on peut désormais appeler les Halra, vont en profiter pour réunifier le pays. Grâce à une femme exceptionnelle, Mandurai Khatun, qui recueille un descendant de Kubilai, Batu Menke. Elle le met sur le trône, chasse les Oïrats et prend le titre de Dayan Khan. Son fils Tumen continue de régner sur une Mongolie pacifiée, entrecoupée certes par des campagnes militaires sur les Oïrats. Et enfin, Altan Khan fonde Oghot, s'allie avec les Tibétains, se convertit au bouddhisme et fait adopter le bouddhisme comme religion officielle de la Mongolie. Mais les Oïrats n'ont pas dit leur dernier mot. Et en 1634, ils forment le fameux empire Dzungar. Basé au Xinjiang et en Altaï, ils forment une armée redoutable et menèrent plusieurs guerres contre les Khalkha. Ces derniers demandent l'aide des Mandchous, qui sont devenus la dynastie chinoise des Qing. Les Qing détruisent certes difficilement l'empire Dzungar, mais cela aura pour conséquence que la Mongolie devienne un protectorat de l'empire chinois et la Mongolie intérieure une province. La Mongolie est administrée par les Qing pendant 150 ans. Le bouddhisme tibétain se développe massivement, le lamaïsme mongol influence la société mongole et la noblesse perd son autonomie militaire. Mais en 1911, la chute des Qing conduit à l'effondrement de l'autorité mandchoue. Les Mongols craignent d'être submergés démographiquement car les Qing en fait interdisaient la colonisation Han. Les lamas veulent préserver leur autorité et les nobles veulent restaurer l'état Gengis Khanide. Et c'est ainsi que la noblesse et les chefs religieux mongols s'accordent pour choisir le Bogdo, l'équivalent du Dalai Lama mongol, Gegen VIII, comme chef, comme Khan de la Mongolie. La Russie soutient indirectement l'autonomie mongole car elle veut un état tampon entre elle et la Chine. Elle fournit donc argent, conseil militaire et reconnaissance diplomatique. Inversement, la Russie ne soutient pas le sud de la Mongolie car trop proche géographiquement et culturellement de Pékin, mais également peu stratégique et ainsi difficile à défendre. Et puis il existe une division culturelle entre le nord, que l'on a vu majoritairement composé des Khalkha, tandis que le sud, lui, est composé d'une multitude de tribus mongoles. Sans centre politique unique et avec beaucoup de rivalités internes. La Chine affirme dès lors son contrôle sur la partie sud, en envoyant des troupes, des administrateurs et des officiers à cheval. La Chine agit vite et empêche ainsi les princes du sud de suivre le nord. Et les princes locaux n'ont pas la force militaire de résister. Et c'est ainsi que la Mongolie est divisée en deux. Vous avez d'une part la Mongolie actuelle qui déclare son indépendance dès 1911 et d'autre part vous avez le sud qui devient une région autonome certes, mais appartenant à la Chine. Les deux territoires vont connaître désormais deux histoires différentes. Après la révolution russe de 1917, la Mongolie est privée du soutien russe. L'intervention des Russes blancs pendant la guerre civile russe oblige la Mongolie à chercher une alternative. L'armée rouge intervient et en 1921, une révolution mongole est menée par Damdin Shubator, menant en 1924 à la proclamation de la République populaire mongole. La Mongolie devient ainsi le deuxième pays communiste au monde après l'URSS
et connaît pendant la période communiste un régime fortement influencé par les soviétiques. Ainsi, collectivisation, répression religieuse et industrialisation marquent la Mongolie jusqu'en 1990. Oulan-Bator s'urbanise massivement, le pays s'industrialise, mais reste dépendant de Moscou tant l'influence soviétique est totale sur le pays dans la politique, l'économie ou l'armée. À la chute de l'URSS, de grandes manifestations pacifiques ont lieu en mars 1990. Le pays s'oriente vers une transition démocratique marquée par le passage au multipartisme et la rédaction d'une nouvelle constitution en 1992. Aujourd'hui, la Mongolie est toujours une démocratie. Économiquement, la Mongolie opère aussi une transition avec le passage à l'économie de marché, les privatisations et l'ouverture internationale. Regardons plus en détail l'économie de la Mongolie. Alors, on constate effectivement que la croissance de la Mongolie est forte lorsque la Chine consomme beaucoup de charbon ou de cuivre, ou tout simplement lorsque les prix des matières premières sont élevés, ou enfin lorsque les investisseurs miniers arrivent. Elle chute par contre quand les prix baissent, que les projets miniers ralentissent ou quand un choc mondial survient. Ainsi, entre 2003 et 2007, la croissance économique de la Mongolie est forte parce que justement on assiste à un boom sur les matières premières et que la demande de la Chine est forte. On observe à des investissements colossaux dans la mine de Oyu Tolgoi. Inversement, en 2009, la crise mondiale et la chute du cuivre font baisser la croissance. Ou entre 2015 et 2016, c'est la chute des investissements miniers. En 20 ans, le PIB de la Mongolie est passé de 1 à 23 milliards de dollars. Son PNB, quant à lui, est passé de 476 dollars par habitant à 6 700 aujourd'hui. Enfin, la monnaie du pays est le Tugrit. Regardons plus en détail le secteur économique. On voit que le secteur primaire est conséquent car les mines sont le moteur numéro 1 de l'économie mongole, avec le cuivre et la fameuse mine d'Oyu Tolgoi. Le charbon, lui, est exporté à 90% vers la Chine et il ne faut pas oublier l'or, le zinc ou l'uranium. Le service primaire est aussi représenté par l'élevage. 70 millions de têtes de bétail, moutons, chèvres, chameaux, chevaux et yaks. Un quart de la population pratique l'élevage, comme je le mentionnais en introduction. Le secteur secondaire, lui, est concentré bien sûr sur la transformation minière, comme le raffinage du cuivre, la construction, l'agro-industrie avec la viande et les énergies, telles que les centrales à charbon. Le secteur tertiaire, enfin, dépend indirectement des mines. On pense par exemple au transport du charbon vers la Chine, la logistique liée aux mines ou le commerce importé. Parce qu'en fait, la Mongolie importe tout, voitures, produits alimentaires transformés et machines. On peut aussi ajouter l'administration publique, la finance et le tourisme dans ce secteur. Parmi les grands groupes du pays, on peut mentionner Edernes Tavan Tolgoi, la plus grande entreprise publique exploitant la méga mine de charbon de Tavan Tolgoi, Erdenet Mining Corporation, un grand producteur de cuivre, pilier industriel historique du pays, Oyu Tolgoi, qui est un projet cuivrier majeur du pays, moteur stratégique de la croissance, et enfin Mongolian Mining Corporation, la plus grande entreprise privée spécialisée dans le charbon. Regardons plus en détail la culture des personnalités. On doit d'abord mentionner Rinchen Biambin, qui est un ethnologue, linguistique et historien, le plus grand intellectuel mongol moderne. Mais également Tsendin Damdin Suren, qui est un linguiste et philologue. Parmi les artistes, on peut citer Zana Bazar, qui est un sculpteur, peintre, maître lama du XVIIe siècle, le plus grand artiste de l'histoire mongole. Mais aussi Marzan Sharaf, qui est un peintre national moderne, ou Tenger, un chanteur-compositeur mongol très affluent. Dash Dorjin Natsador, qui est le père de la littérature moderne mongole. Loydot Dambin Tudev, qui est un grand romancier mongol. Concernant la gastronomie, on doit mentionner les bouz, qui sont des raviolis vapeur, les kushur, qui sont des chaussons frits farcis, le banch, qui sont des petits dumplings, le bodog, qui est la chèvre cuite de l'intérieur avec des pierres chauffées, le rokhok, qui est un barbecue mongol, le tspivan, qui sont des nouilles sautées à la viande, le tcheul, et dans les boissons, l'airag ou le thé. Concernant le sport, il faut d'abord citer les sports traditionnels mongols tels que l'équitation, le tir à l'arc ou la lutte. Le beurre, par exemple, est le sport national mongol. Les champions portent le titre d'Arslan. De nombreux champions aux Olympiques viennent de Mongolie comme Nain Dangin, Chovi Bayar, médaille d'or à Pékin. En Mongolie, les Mongols excellent en lutte, en judo et même au sumo, à la star de Hakuo, considéré comme le plus grand sumotori de tous les temps. Je terminerai mon exposé en évoquant les défis. D'abord, les défis géopolitiques. Comme on le voit, effectivement, la Mongolie est un pays enclavé et dépend donc de ses deux voisins. Mais également, il faut mentionner les défis économiques. On l'a bien vu, l'économie de la Mongolie dépend énormément de son secteur minier. Les défis également politiques, on voit bien que la ville d'Oulan-Bator est en fait sururbanisée et les infrastructures ne suivent pas, sans oublier le fait qu'en hiver, la pollution est extrême en raison du chauffage de bois. Et enfin, les défis environnementaux liés notamment au stress hydrique
au surpâturage et à l'avancée du désert de Gobi. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.